Et si un peuple n'avait pas de passé, s'il surgissait du néant, sans histoire écrite, sans ville pour témoigner de ses ancêtres, sans tombe pour honorer ses morts, au IVe siècle de notre ère, un espion romain, tremblant de froid et de peur dans les plaines de Scythie, griffonne un rapport qui défie l'entendement. Il décrit un peuple né et mort en selle, des hommes dont les jambes, déformées par une vie à cheval, peinent à marcher sur la terre ferme. Il parle d'une nation dont le seul foyer est l'horizon infini. Simultanément, à des centaines de lieues de là, des archéologues des temps futurs mettront au jour un trésor gothique, des kilos d'or et d'argent enterrés dans une panique évidente. Autour, pas un seul squelette, pas une seule pointe de lance identifiable, seulement les empreintes de sabots laissées par une race de chevaux inconnus, plus petits, plus robustes, infatigables. Les Huns venaient d'entrer dans l'histoire, ou plutôt de la percuter de plein fouet. Ils n'ont pas frappé à la porte de la civilisation, ils l'ont défoncée sans préavis. Leur nom même, murmuré pour la première fois sur les marchés de Panticapée, sonnait comme le sifflement d'une flèche. Pour les Alains, fiers cavaliers des steppes, seigneurs des plaines s'étendant entre le Don et la Volga, le choc fut existentiel. Ils se considéraient comme le vent, rapide et indomptable. Mais ils virent déferler sur eux un ouragan. La tactique unique était une énigme mortelle. Une nuée de cavaliers apparaissait, tournoyait comme un essaim de frelons enragés, déversant une pluie de flèches aux pointes d'os ou de fer acéré, capables de percer les armures et les boucliers. Puis, avant que l'ennemi ne puisse organiser une charge, il se retirait dans un désordre apparent. C'était un piège. La poursuite, toujours tentante pour un guerrier avide de gloire, se transformait en une course vers la mort. Les Huns, sur leurs montures agiles, se retournaient en pleine course, tirant avec une précision diabolique, épuisant l'ennemi, le disloquant, avant de faire volte-face pour l'annihilation finale. Les Alains furent balayés, leur royaume effacé de la carte en une seule saison sanglante. La nouvelle de ce désastre se propagea comme une onde de choc à travers le monde barbare. Hermanaric, le roi des Goths, Greuthung, était une légende vivante, à la tête d'un vaste et puissant empire s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire. Il avait soumis des dizaines de peuples. C'était un vieillard chenu, un roi guerrier dont le nom seul inspirait la crainte. Quand on lui rapporta l'existence de ces démons venus de l'Est, il sourit avec dédain. Ces guerriers étaient l'élite du monde barbare, des géants bardés de fer combattant à pied dans un mur de boucliers infranchissables. Il envoya ses meilleures troupes à la rencontre de cette rumeur. Elles ne revinrent jamais. La stratégie unique, fluide et insaisissable se joua de la puissance statique des Goths. Les Huns n'acceptaient jamais la bataille rangée. Ils harcelaient, pillaient, brûlaient, apparaissant là où on ne les attendait pas, se volatilisant avant que la moindre riposte puisse être organisée. Ils menaient une guerre totale, une guerre psychologique. Ils ne visaient pas seulement les armées, mais le moral d'un peuple entier. La panique s'empara des villages goths. On parlait de créatures mi-hommes, mi-bêtes, au visage plat marqué de cicatrices rituelles dès l'enfance, pour empêcher la pousse de la barbe, aux yeux bridés brillants d'une lueur cruelle. Rome construisait des murs pour se protéger des barbares, mais les Huns ont apporté avec eux un vent que les murs ne peuvent arrêter. La défaite d'Hermanaric fut moins une bataille qu'un effondrement. Confronté à un ennemi qu'il ne pouvait ni comprendre ni combattre, voyant son royaume se désagréger dans la terreur et le chaos, le vieux roi, selon la légende, préféra se donner la mort plutôt que d'assister à la fin de son monde. La chute de cet empire gothique, le plus puissant du monde barbare, déclencha la première vague de ce qui allait devenir la grande migration des peuples. Des nations entières, poussées par une peur primale, commencèrent à se déplacer vers l'ouest, cherchant refuge, cherchant une issue, propageant la terreur qu'elles fuyaient. Les Huns n'étaient pas un empire cherchant à conquérir des terres. Ils étaient un phénomène, une force de la nature en mouvement,
un marteau cosmique dont l'impact initial venait de se produire et dont les ondes de choc allaient de bientôt atteindre les frontières même du monde civilisé. Que ressentiriez-vous en voyant à l'horizon un nuage de poussière qui signifie non pas la venue d'une armée mais la fin de votre monde? Pour les Romains, confortablement installés derrière leurs limes fortifiées, la nouvelle de ces événements lointains n'était au début qu'un écho, une histoire de barbares combattant d'autres barbares. Ils ne comprenaient pas encore que le feu qui consumait la steppe se dirigeait inexorablement vers eux. La machine infernale était en marche. La terreur avait désormais un nom et elle galopait vers l'ouest. La chute du royaume d'Hermanaric ne fut pas une fin, mais un commencement. Ce fut le coup de fouet qui lança des peuples entiers dans une course désespérée vers l'inconnu. Des vagues de réfugiés, poussés par une terreur sans nom, déferlèrent vers l'ultime rempart de la civilisation, la frontière lourdement gardée de l'Empire romain. C'est ainsi que des dizaines de milliers de Goths, Tervinges et Greutunges se massèrent sur la rive nord du Danube, contemplant avec un mélange d'espoir et d'effroi les tours de guet romaines de l'autre côté. Ils n'étaient plus une armée conquérante, mais une nation en exil, des hommes, des femmes et des enfants fuyant un ennemi qu'ils décrivaient comme le fruit d'une union impie entre des sorcières et des démons. Ils ne demandaient pas la guerre, ils imploraient l'asile. L'empereur d'Orient, Valent, vit dans cette marée humaine une opportunité. Son empire manquait cruellement de recrues pour l'armée et de paysans pour cultiver les terres abandonnées des Balkans. Après de longues délibérations, il accepta de laisser passer les Tervinges à condition qu'ils rendent leurs armes et livrent leurs enfants comme otages. Les Greutunges, eux, devaient attendre. La traversée du Danube fut une scène d'apocalypse. Le fleuve, gonflé par les pluies, emporta des milliers de personnes dans ses flots tumultueux. Ceux qui atteignirent la rive romaine étaient affamés, épuisés, dépossédés de tout. C'est là que la machine administrative romaine, minée par la corruption, commit l'irréparable. Les officiers chargés de nourrir et d'installer les réfugiés, les comtes Lupicinus et Maximus, virent dans cette misère une source de profit. Ils détournèrent les vivres envoyés par l'empereur, vendant à prix d'or de la viande de chien et du pain moisi aux Goths affamés. Pire encore, ils fermèrent les yeux lorsque des familles goths, pour survivre, furent contraintes de vendre leurs propres enfants comme esclaves en échange de nourriture. L'humiliation s'ajoutait à la faim, le désespoir se muait lentement en une rage sourde. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut un banquet organisé par Lupicinus à Marcianopolis. Il y convia les chefs goths, dont le respecté Fritigern, avec l'intention perfide de les assassiner pour décapiter toute résistance potentielle. Le complot échoua, une rixe sanglante éclata et Fritigern parvint à s'échapper, le cœur rempli d'une haine inextinguible. Il rejoignit son peuple et prononça les mots que tous attendaient, la guerre. Les réfugiés d'hier se transformèrent en une armée de vengeurs. Ils reprirent les armes qu'ils avaient de cachées ou rachetées aux soldats romains corrompus. Les Greutunges, qui avaient en profité du chaos pour traverser le Danube, se joignirent à eux. Bientôt, cette force fut renforcée par des esclaves goths travaillant dans les mines romaines et même par des contingents de Huns et d'Alains, mercenaires attirés par la promesse de butin. Le cauchemar de Rome commençait. Les Balkans, cette province florissante, furent livrés aux flammes et au pillage. Les Goths ne cherchaient pas à conquérir, mais à détruire. Chaque villa romaine incendiée, chaque champ dévasté, était une revanche sur les humiliations subies. L'empereur Valent, furieux et arrogant, quitta Antioche à la tête de son armée d'élite pour mater ce qu'il considérait comme une simple révolte de barbares ingrats. Il refusa d'attendre les renforts promis par son neveu Gratien, l'empereur d'Occident, impatient d'obtenir une victoire facile et totale. Le 9 août de l'an 378, près de la ville d'Andrinople, l'armée romaine, épuisée par une longue marche sous un soleil de plomb, se déploya face au camp fortifié des Goths. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un massacre. La cavalerie goth, revenue à point nommé d'une expédition de fourrage, chargea les flancs de la légion romaine, semant le chaos et la panique. L'infanterie romaine, encerclée, pressée de toutes parts, fut anéantie. Les soldats ne pouvaient même plus lever leurs armes, écrasés par la pression de leurs propres camarades.
Ils furent abattus comme du bétail. 2/3 de l'armée d'Orient périrent ce jour-là, avec 35 de ses plus hauts généraux. L'empereur, Valent lui-même, blessé par une flèche, trouva refuge dans une ferme qui fut incendiée par les Goths. Le maître de la moitié du monde civilisé mourut brûlé vif, son corps ne fut jamais retrouvé. La nouvelle de la défaite d'Andrinople frappa le monde romain comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une simple défaite frontalière, c'était la plus grande catastrophe militaire depuis la bataille de Cannes contre Hannibal 6 siècles plus tôt. L'invincibilité des légions romaines, ce mythe fondateur de l'Empire, venait de voler en éclats. Et derrière cette tragédie dans l'ombre, se tenaient les marionnettistes invisibles. Les Huns, en poussant les Goths à travers le Danube, ils n'avaient pas tiré une seule flèche contre Rome, mais ils avaient porté un coup mortel à son prestige et à sa puissance militaire. Ils avaient démontré que la force brute d'un empire pouvait être brisée par le désespoir d'un peuple en fuite. Rome avait perdu une armée. Elle allait maintenant devoir apprendre à payer pour sa survie, car la force ne suffisait plus. La catastrophe d'Andrinople laissa l'empire romain d'Orient exsangue et terrifié. L'armée qui devait protéger les Balkans avait été effacée de la carte. Les Goths, maîtres du terrain, pillaient à leur guise jusqu'aux portes de Constantinople, dont les murs massifs furent leur seul obstacle. Le nouvel empereur, Théodose, était un pragmatique. Il comprit qu'il ne pouvait plus anéantir les Goths par la force. Il fit donc ce que Rome avait toujours fait en dernier recours, il négocia. En 382, il signa un traité qui autorisait les Goths à s'installer à l'intérieur de l'Empire, non comme des sujets vaincus, mais comme un peuple allié des fédérati, conservant ses propres lois et ses propres chefs. C'était une solution de fortune, un pansement sur une hémorragie. Mais cela créa un précédent dangereux. Le territoire romain n'était plus inviolable. Pendant ce temps, les Huns observaient. Ayant poussé leurs pions, ils consolidèrent leur propre pouvoir dans l'ombre. Ils s'établirent dans les vastes plaines de Pannonie, l'actuelle Hongrie, un carrefour stratégique parfait pour lancer des raids vers l'est comme vers l'ouest. Ils passèrent d'une force de migration à une puissance prédatrice sédentarisée. Leurs chefs, comme un certain Huldine, comprirent rapidement que la terreur était une monnaie d'échange plus précieuse que l'or. Pourquoi piller soi-même quand on peut forcer les autres à vous apporter leurs richesses? Ce fut le début de l'empire du tribut. Les Huns ne demandaient que plus l'asile, ils exigeaient un paiement. Huldine, au début du 5e siècle, se fit un nom en traquant et en détruisant les restes des Goths qui avaient fui sa domination. Il envoya la tête de leur chef à l'empereur d'Orient comme un cadeau qui disait clairement « Je suis votre meilleur allié contre les barbares, mais n'oubliez jamais que je suis le plus dangereux de tous. » Constantinople commença à payer. D'abord de petites sommes pour s'assurer de la loyauté de mercenaires huns, puis des tributs annuels de plus en plus lourds pour garantir la paix à sa frontière. La diplomatie avec les Huns devint un exercice d'humiliation constante pour les fiers Romains. Les ambassadeurs, habitués au protocole fastueux des cours perses ou aux débats philosophiques d'Athènes, se retrouvaient à négocier au milieu d'un campement nomade, entourés de guerriers à l'odeur de cuir et de cheval, buvant du lait de jument fermenté dans des coupes en crâne. Les chefs huns, comme Rua, l'oncle du futur Attila, recevaient les envoyés romains assis sur des peaux de bêtes, traitant les patriciens avec un mépris à peine dissimulé. Ils savaient que ces hommes en toge ne venaient pas en position de force. Ils venaient pour acheter la paix, pour mendier la sécurité de leur province. Le versement du tribut devint une institution. Chaque année, des chariots chargés de livres d'or quittaient Constantinople pour la Pannonie. C'était une hémorragie financière qui vidait les caisses de l'Empire, mais que l'on considérait comme un mal nécessaire. L'or de Rome et de sa sœur orientale finançaient ainsi la machine de guerre qui les menaçait. Les Huns, avec cet afflux de richesses, n'eurent plus besoin de mener des raids constants. Ils pouvaient acheter la loyauté d'autres tribus, s'équiper des meilleures armes et maintenir une armée permanente. Ils devinrent les arbitres de la politique européenne. L'Empire romain d'Occident, lui aussi, utilisa les Huns comme mercenaires. Le brillant général Aetius, qui avait passé une partie de sa jeunesse comme otage parmi eux et parlait leur langue, les engagea à plusieurs reprises pour combattre ses rivaux romains ou d'autres barbares comme les Burgondes ou les Wisigoths. C'était un jeu dangereux. Aetius
pensait contrôler les uns, les utiliser comme un outil. Il ne réalisait pas que l'outil était en train de devenir le maître. Peut-on condamner ceux qui ont payé un tribut en or pour sauver leurs enfants de la lame d'un barbare? L'Empire était devenu un colosse au pied d'argile, un géant vieillissant qui payait des loups pour garder le troupeau, espérant qu'il ne le dévorerait pas. Cette dépendance créa une illusion de stabilité. Pendant quelques décennies, les Huns furent un problème contenu, une menace gérée par la diplomatie de l'or. Mais dans les steppes de Pannonie, une nouvelle génération grandissait. Une génération qui n'avait pas connu la migration, qui était née dans la richesse et le pouvoir, et pour qui le tribut romain n'était pas un cadeau, mais un dû. Une génération qui méprisait la faiblesse d'un empire contraint de payer pour sa propre existence. Parmi eux se trouvaient deux frères, les neveux du roi Rua. L'un se nommait Bléda, l'autre Attila. Ils héritèrent d'un système de raquettes bien huilé. Mais Attila, lui, ne se contenterait pas de l'or. Il voulait le monde qui le produisait. L'ère du chantage touchait à sa fin. L'ère de la conquête allait commencer. À la mort du roi Rua, vers 434, le pouvoir sur l'empire unique passa à ses deux neveux, Bléda et Attila. Ils héritèrent non pas d'une simple horde, mais d'une confédération puissante et crainte, un empire de l'ombre dont l'influence s'étendait des Alpes à la mer Caspienne. Leur première action fut de renégocier le traité de paix avec l'Empire romain d'Orient. La rencontre eut lieu à Margus, sur les bords du Danube. Les diplomates romains, arrivés avec tout le faste de leurs fonctions, furent contraints de mener les pourparlers à cheval, les chefs huns refusant de mettre pied à terre, signifiant par là leur supériorité. Les conditions furent écrasantes. Le tribut annuel fut doublé, passant à 700 livres d'or. Rome s'engageait à ne plus accueillir de réfugiés fuyant les Huns et à extrader tous ceux qui se trouvaient déjà sur son territoire. C'était une humiliation totale, mais Constantinople, terrifié, accepta. Pendant les premières années de leur règne conjoint, les deux frères semblaient gouverner en harmonie. Bléda, l'aîné, était peut-être le souverain officiel, mais c'est Attila qui possédait la vision, l'ambition et une cruauté dénuée de tout sentiment. Les sources romaines décrivent Bléda comme plus enclin au plaisir, organisant des chasses et des festins, tandis qu'Attila restait austère, concentré, ses yeux perçants analysant constamment les rapports de force. Une tension couvait sous la surface de cette diarchie. Deux soleils ne peuvent briller dans le même ciel, surtout quand l'un d'eux aspire à une éclipse totale. Vers l'an 445, le drame éclata. Bléda mourut. Les circonstances de sa mort restent l'un des grands mystères de l'histoire unique. Les chroniqueurs proches des Huns parlent d'un accident de chasse, une version officielle bien commode. Mais les historiens romains, comme Priscus, sont unanimes. Attila a fait assassiner son frère pour s'emparer du pouvoir absolu. Ce meurtre fratricide fut l'acte fondateur de son règne. Il élimina non seulement un rival, mais aussi une politique de modération relative. Avec Attila, seul au commandement, la machine de guerre unique changea de nature. Elle n'était plus seulement un instrument de pression politique et d'extorsion. Elle devint l'outil d'une ambition démesurée. Attila n'était pas un barbare primitif. C'était un politicien exceptionnellement rusé et un organisateur de génie. Il comprit que la force des Huns résidait dans leur mobilité et leur réputation de terreur, mais il y ajouta un élément nouveau, l'unité. Il soumit ou anéantit toutes les tribus dissidentes au sein de son empire. Il unifia sous sa bannière une mosaïque de peuples, Ostrogoths, Gépides, Hérules, Alains et bien d'autres. Son armée n'était plus seulement unique, c'était une force multinationale, une machine de guerre comme le monde n'en avait jamais vu, unie par la peur et la loyauté envers un seul homme. Sa cour, installée dans un vaste campement en bois quelque part dans la plaine hongroise, devint le centre politique de l'Europe barbare. Il vivait simplement, mangeant dans de la vaisselle en bois, alors que ses lieutenants utilisaient des coupes en or et en argent pillées à Rome. Cette austérité calculée renforçait son charisme. Il n'était pas corrompu par le luxe, il le méprisait. Sa seule passion était le pouvoir. C'est à cette époque que naquit la légende du fléau de Dieu. Attila lui-même cultiva cette image avec un soin méticuleux. L'histoire de l'épée de Mars en est le parfait exemple.
Un jour, un berger aurait trouvé une ancienne épée sortant de terre, là où une de ses génisses s'était blessée. Il l'apporta à Attila qui la reconnut aussitôt comme l'épée sacrée du dieu de la guerre. Qu'elle soit vraie ou inventée, cette histoire se propagea comme une traînée de poudre. Attila ne se battait plus seulement pour le butin ou le territoire, il était l'instrument d'une volonté divine, un agent du destin chargé de punir un monde décadent. Cette propagande fut incroyablement efficace. Elle insuffla à ses guerriers un sentiment d'invincibilité et sema une terreur superstitieuse chez ses ennemis. Les Romains, chrétiens, virent en lui l'incarnation de la colère divine, une punition pour leurs péchés. L'homme se confondait avec le mythe. Il n'était plus seulement un roi barbare, il était une force apocalyptique. L'empire de tribus que lui avait légué son oncle ne lui suffisait plus. L'or était un moyen, pas une fin. Son but était la domination totale, la reconnaissance par les deux empires romains, non pas comme un allié gênant, mais comme un égal, voire un suzerain. Il cherchait un prétexte pour déclencher une guerre à grande échelle, une guerre qui mettrait le monde civilisé à genoux et graverait son nom dans l'éternité. Le temps de la diplomatie était révolu. Le fléau de Dieu s'apprêtait à s'abattre. Attila avait unifié son empire et forgé son mythe. Il lui fallait maintenant un prétexte, une justification, même la plus mince, pour déchaîner sa fureur sur l'empire romain d'Orient qui, malgré le tribut, montrait encore des signes d'arrogance. L'occasion se présenta sous la forme d'un incident, frontalier à première vue anodin. L'évêque de la ville de Margus, sur la rive sud du Danube, aurait, selon les Huns, traversé le fleuve pour piller des tombes royales uniques. Profanation ou simple excuse, la vérité importait peu. Attila exigea que l'évêque lui soit livré. L'empereur Théodose II refusa. C'était le casus belli qu'Attila attendait. Au printemps de l'an 441, l'ouragan s'abattit. Une armée unique, massive, renforcée par ses contingents de peuples soumis, traversa le Danube. Leur première cible fut la puissante forteresse de Viminacium, la capitale de la Mésie. La ville fut prise d'assaut et rasée jusqu'aux fondations. Puis ce fut le tour de Margus, la ville de l'évêque sacrilège. Les habitants, terrifiés, préférèrent livrer leur propre évêque et ouvrir les portes aux uns plutôt que de subir le même sort que Viminacium. La trahison ne les sauva pas. La ville fut pillée et incendiée. La machine de guerre d'Attila se mit alors en marche à travers les Balkans avec une rapidité et une brutalité qui stupéfièrent les Romains. Ce n'était plus une série de raids, c'était une invasion systématique. Les Huns n'étaient de plus seulement des archers à cheval. Ils avaient appris des ingénieurs romains captifs l'art de la polyorcétique, la science des sièges. Ils se présentèrent devant les murailles de Singidunum, l'actuel Belgrade, et de Sirmium avec des béliers, des tours de siège et des catapultes. Les villes, qui avaient résisté à des générations de barbares, tombèrent les unes après les autres. La stratégie d'Attila était celle de la terreur calculée. Il ne laissait rien derrière lui. Les populations étaient soit massacrées, soit emmenées en esclavage. Les cités étaient aussi complètement détruites que des décennies plus tard, on peinait à retrouver leur emplacement. La vague destructrice déferla vers le sud, suivant la vallée de la Morava. Serdica, Sofia, fut prise et anéantie. Philippopolis subit le même sort. L'armée de campagne romaine envoyée à leur rencontre fut écrasée lors de 2 batailles successives. Il n'y avait plus rien pour arrêter Attila. Sa cible ultime était Nessus, Niche, la ville natale de Constantin le Grand, l'un des joyaux des Balkans, une cité riche et peuplée. Le siège de Nessus fut un chef-d'œuvre d'ingénierie barbare et de cruauté. Les Huns encerclèrent la ville, bombardant ses murs sans relâche. Ils poussèrent d'immenses béliers recouverts de peaux humides pour les protéger du feu grégeois. Finalement, les murailles cédèrent. Ce qui suivit fut un carnage. Les églises furent pillées, les maisons incendiées, les habitants qui n'avaient pu s'enfuir furent massacrés dans les rues. L'historien Priscus, qui visita la ville quelques années plus tard en tant que membre d'une ambassade romaine, la décrivit comme un désert. Les rues étaient jonchées d'ossements humains. Les seuls habitants étaient des malades et des blessés qui se terraient dans les ruines des églises. L'odeur de la mort flottait encore dans l'air. La chute de Naïsus provoqua une panique sans précédent à Constantinople. La capitale elle-même semblait menacée.
l'empereur Théodose II ordonna de renforcer en toute hâte les murs de la ville, déjà formidables. La population terrorisée priait pour un miracle. Attila s'avança jusqu'aux portes de la capitale, mais ne tenta pas de siège. Il savait que prendre une ville aussi bien défendue et ravitaillée par la mer serait une entreprise longue et coûteuse. Il préférait laisser la terreur faire son œuvre. Il avait atteint son but. L'Empire d'Orient était à genoux. Théodose fut contraint de signer une paix encore plus humiliante que la précédente. Le tribut annuel fut triplé, passant à 2100 livres d'or, avec en plus un versement immédiat de 6000 livres d'arriérés. Une vaste zone au sud du Danube devait être démilitarisée, créant une sorte de no man's land qui servait de tampon aux Huns. Attila était devenu le suzerain de fait des Balkans. Il avait démontré au monde que rien ne pouvait résister à sa puissance. Il avait transformé des provinces prospères en un champ de ruines, non par nécessité, mais pour faire une démonstration de force. La civilisation n'était qu'une fine pellicule de vernis, et il venait de prouver avec quelle facilité on pouvait la gratter pour révéler la barbarie qui sommeillait en dessous. Après avoir saigné l'Orient, le regard du fléau de Dieu commença à se tourner vers l'Ouest. Après avoir mis à sac les Balkans et humilié l'Empire d'Orient, Attila cherchait un nouveau théâtre pour sa puissance. Son regard se tourna vers l'Ouest, vers la Gaule et l'Italie, des terres encore riches et qui n'avaient pas encore goûté à sa fureur. Une fois de plus, le prétexte lui fut fourni sur un plateau d'argent par les Romains eux-mêmes. L'affaire Honoria, sœur de l'empereur d'Occident Valentinien III, est un mélange de drame de cour et de farce tragique. Condamnée à une vie de chasteté forcée après une liaison scandaleuse, Honoria, dans un acte de défi désespéré, envoya secrètement sa bague de fiançailles à Attila, l'implorant de la sauver. Attila, politicien consommé, choisit d'interpréter ce geste non comme un appel à l'aide, mais comme une demande en mariage en bonne et due forme. Il réclama aussitôt la main d'Honoria et, en guise de dot, la moitié de l'Empire romain d'Occident. La demande, évidemment, fut rejetée avec horreur. Attila avait son prétexte. En 451, il rassembla la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue. Des Huns, des Gépides, des Ostrogoths, des Skyres, des Hérules, des Francs ripuaires, une multitude de peuples marchant sous une seule bannière, la sienne. Cette marée humaine traversa le Rhin et déferla sur la Gaule, semant la destruction sur son passage. Metz fut rasée, ses habitants massacrés jusque dans les églises. Reims, Tongres, Arras, toutes les villes sur son chemin subirent un sort similaire. La cible d'Attila était Orléans, une ville stratégique dont le pont sur la Loire lui ouvrirait la route du royaume wisigothe d'Aquitaine. Face à cette menace existentielle, un homme se dressa, Flavius Aetius, le magister militum, le commandant en chef de l'armée d'Occident. Surnommé le dernier des Romains, Aetius était le seul à pouvoir rivaliser de ruse et de talent militaire avec Attila. Il avait passé sa jeunesse en otage chez les Huns, il connaissait leur langue, leur mentalité, leur façon de combattre. Il savait qu'il ne pourrait les vaincre seul. Il se lança alors dans une mission diplomatique quasi impossible, forger une coalition de peuples qui, la veille encore, étaient des ennemis jurés. Il parvint à convaincre le roi des Wisigothes, Théodoric Ier, un vieil adversaire de Rome, que le danger unique les menaçait tous. Les Francs-Saliens, les Burgondes, les Alains, tous se rallièrent à cette alliance improbable, mettant de côté leur querelle face à la perspective d'un anéantissement commun. C'est cette armée hétéroclite qui marcha à la rencontre d'Attila. Ils arrivèrent juste à temps pour sauver Orléans, forçant les uns à lever le siège et à se replier vers l'est. La confrontation finale eut lieu le 20 juin 451 dans les vastes plaines de Champagne, près de l'actuelle ville de Châlons. L'histoire l'a retenue sous le nom de bataille des champs cataloniques. Ce ne fut pas une simple bataille, ce fut un choc des mondes. D'un côté, l'armée d'Attila, incarnation de l'Orient nomade, et des peuples soumis de Germanie. De l'autre, la coalition d'Aetius, dernière défense de l'héritage romain et des royaumes barbares naissants d'Occident. Le carnage qui s'ensuivit fut d'une violence inouïe. Les chroniqueurs de l'époque parlent de 165 000 morts, un chiffre certainement exagéré, mais qui témoigne de l'ampleur du massacre. La bataille se joua sur une crête qui dominait la plaine.
Les Alains, peu fiables, furent placés au centre de la ligne d'Aetius, encadrés par les Romains et les Wisigoths pour les empêcher de fuir. Le combat fut une mêlée confuse et brutale. Le roi wisigoth Théodoric, chargeant à la tête de ses hommes, fut désarçonné et piétiné à mort par sa propre cavalerie. Son fils, Torismond, le vengea en menant une charge furieuse qui enfonça le centre unique. Attila lui-même se retrouva en difficulté, contraint de se réfugier dans son camp fortifié de chariots, prêt à s'immoler sur un bûcher de sel plutôt que d'être capturé. À la tombée de la nuit, le champ de bataille n'était plus qu'un immense charnier. Les deux armées étaient épuisées, saignées à blanc. Le lendemain, Aetius prit une décision stratégique surprenante. Au lieu d'achever Attila, il le laissa se retirer. Pourquoi ? Aetius était un politicien autant qu'un général. Il craignait que la destruction totale des Huns ne rende les Wisigoths désormais sans ennemi commun, trop puissants et ingérables. Il préféra maintenir un équilibre des forces. La bataille des champs cataloniques ne fut pas une victoire nette, mais un match nul incroyablement sanglant. Elle n'a pas détruit la puissance d'Attila, mais elle l'a brisée. Elle a prouvé que le fléau de Dieu n'était pas invincible. C'était une bataille pour la survie de la civilisation gallo-romaine, une bataille qui, malgré son coût effroyable, empêcha l'Europe de devenir une province de l'Empire unique. Attila, humilié mais non vaincu, se retira au-delà du Rhin, le cœur rempli d'un désir de vengeance. La Gaule avait été sauvée, mais l'Italie, le cœur même de l'Empire, était désormais sa prochaine cible. La retraite de Gaule n'était pour Attila qu'un contretemps, une blessure à son orgueil qui ne demandait qu'à être vengée. Son armée, bien qu'éprouvée, était encore redoutable et son appétit de destruction intact. L'année suivante, en 452, il tourna sa fureur vers la péninsule italienne, le cœur historique de l'Empire d'Occident. Il franchit les Alpes juliennes avec une facilité déconcertante, l'école n'étant que faiblement gardée. Sa première cible fut la grande cité d'Aquilée, l'une des plus riches et des plus peuplées d'Italie, une forteresse réputée imprenable. Le siège fut long et difficile. La résistance des défenseurs était acharnée et l'armée unique commençait à se décourager. La légende raconte qu'Attila, sur le point d'abandonner, vit des cigognes quitter la ville avec leurs oisillons. Il interpréta ce signe comme un présage que la ville allait tomber. Galvanisant ses troupes, pour un dernier assaut, il renversa les murailles. La vengeance d'Attila fut terrible. Aquilée fut si méthodiquement détruite que les générations suivantes eurent du mal à retrouver son emplacement exact. Les survivants s'enfuirent dans les lagunes voisines, fondant les premiers établissements de ce qui deviendra un jour la ville de Venise. La chute d'Aquilée sema la panique dans toute la plaine du Pô. Les Huns déferlèrent sur le nord de l'Italie, pillant et incendiant Padoue, Vérone, Brescia, Bergame. Milan et Pavie, les anciennes capitales impériales, ouvrirent leurs portes sans combattre pour éviter l'anéantissement. Attila entra à Milan et s'installa dans le palais impérial. On raconte qu'il y vit une fresque représentant les empereurs romains sur leur trône, avec des chefs scythes morts à leurs pieds. Piqué au vif, il ordonna à un peintre de modifier la scène. Il se fit représenter sur le trône, et les empereurs romains étaient de montrées vidant des sacs d'or à ses pieds. La voie vers Rome était ouverte. Aetius, le vainqueur des champs cataloniques, était impuissant. Ces légions, principalement composées de contingents barbares, n'étaient pas assez fiables pour défendre le sol italien. La panique s'empara de la ville éternelle. L'empereur Valentinien III, personnage faible et incompétent, s'enfuit de sa capitale, Ravenne, pour se réfugier à Rome, ne faisant qu'ajouter au chaos général. C'est alors que se produisit l'un des événements les plus célèbres et les plus mystérieux de cette période. Face à l'impuissance militaire, l'Empire décida de jouer sa dernière carte, la diplomatie et l'autorité spirituelle. Une ambassade fut envoyée à la rencontre d'Attila. Elle était composée de 2 hauts sénateurs et, à sa tête, d'une figure qui commençait à peine à émerger sur la scène mondiale, l'évêque de Rome, le pape Léon Ier. La rencontre eut lieu sur les rives de la rivière Mincio. D'un côté, le fléau de Dieu, le roi guerrier à la tête d'une armée qui avait dévasté la moitié du monde connu. De l'autre, un vieil homme sans armes, vêtu de ses habits sacerdotaux, représentant une foi qui prêchait l'amour et la paix. Le contenu de leur conversation est resté secret, donnant naissance à d'innombrables légendes.
Les chroniqueurs chrétiens racontent que le pape Léon, par la seule force de sa parole et de sa sainteté, impressionna si fortement Attila que celui-ci accepta de se retirer. Une légende plus tardive ajoute même une vision céleste. Les apôtres Pierre et Paul seraient apparus derrière le pape, brandissant des épées et menaçant Attila de mort s'il ne se soumettait pas. La réalité est probablement plus prosaïque. Attila, bien que redoutable, faisait face à de sérieux problèmes logistiques. Son armée, loin de ses bases, était ravagée par la famine et les épidémies qui se propageaient dans la chaleur de l'été italien. De plus, l'empereur d'Orient, Marcien, avait profité de son absence pour lancer une attaque sur les territoires uniques le long du Danube, menaçant ses arrières. Enfin, il y avait peut-être une part de superstition. Rome avait déjà été mise à sac par le Goth Alaric en 410 et ce dernier était mort peu de temps après. La malédiction d'Alaric pesait-elle sur l'esprit d'Attila? Quelle qu'en soit la raison, la persuasion du pape, les problèmes logistiques, la peur d'un mauvais présage ou une combinaison des trois, Attila fit demi-tour. Il accepta un lourd tribut en échange de son départ et retourna en Pannonie. Rome était sauvée, le prestige de la papauté en sortit immensément grandi. Pour la première fois, le pouvoir spirituel de l'évêque de Rome avait réussi là où la puissance militaire de l'empereur avait échoué. Mais la question demeure, pourquoi un homme qui avait incendié des dizaines de villes s'est-il arrêté devant la plus symbolique de toutes? Était-ce un acte de piété soudaine, un calcul stratégique froid, ou simplement la reconnaissance qu'un empire ne se conquiert pas seulement avec le fer, mais aussi avec la peur du divin? Laissez votre avis en commentaire car le mystère reste entier. Après sa campagne d'Italie, Attila retourna dans son quartier général en Pannonie. Il n'avait pas pris Rome, mais il en était revenu chargé d'un immense butin, son prestige à peine écorné. Il restait l'homme le plus craint d'Europe. Il rejeta les dernières offres de paix de l'empereur d'Orient et se préparait, dit-on, à lancer une nouvelle campagne massive contre Constantinople pour la punir de son attaque sur ses arrières. Le monde retenait son souffle, attendant le prochain coup du fléau de Dieu. Il ne vint jamais. En 453, Attila, qui possédait déjà un grand nombre d'épouses, décida d'en prendre une nouvelle. Elle se nommait Ildiko, une jeune femme d'une grande beauté, probablement d'origine goth ou germanique. Les noces furent célébrées avec une magnificence barbare, un grand festin où l'alcool coula à flot. Attila, habituellement sobre, but et mangea plus que de coutume, célébrant son union tard dans la nuit avant de se retirer dans sa chambre nuptiale avec sa nouvelle épouse. Le lendemain matin, une inquiétude s'empara du camp. Le roi ne s'était pas montré. Les heures passaient dans un silence pesant. Finalement, ses gardes du corps, après avoir appelé en vain, défoncèrent la porte de la chambre. La scène qu'ils découvrirent était à la fois macabre et déroutante. Attila gisait mort sur son lit, dans une mare de sang. À ses côtés, la jeune Ildiko pleurait, le visage caché sous son voile. Il n'y avait aucune trace de blessure. La version officielle, rapportée par l'historien Priscus qui la tenait de témoin direct, fut qu'Attila, affaibli par l'alcool, avait souffert d'une violente hémorragie nasale durant son sommeil. Allongé sur le dos, il se serait étouffé dans son propre sang. Une mort absurde, presque grotesque, pour un homme qui avait fait trembler le monde. Mais cette explication simple ne satisfait personne. Immédiatement, des rumeurs se propagèrent. Et si Ildiko, la belle captive, avait vengé son peuple en poignardant le tyran durant sa nuit de noces? Et si l'empereur de Constantinople ou même Aetius à l'ouest avait finalement réussi par le poison ou l'assassinat là où les armées avaient échoué? L'histoire devint un polar avant l'heure. L'autopsie moderne est impossible, mais la thèse de l'hémorragie reste la plus probable. Attila souffrait peut-être d'hypertension ou de varices œsophagiennes, des conditions aggravées par l'alcool qui auraient pu entraîner une rupture fatale. La mort la plus puissante peut être la plus banale. Quoi qu'il en soit, le fléau de Dieu était mort non pas sur un champ de bataille glorieux, mais dans un lit nuptial, vaincu non par une épée, mais par une faiblesse de son propre corps. Les funérailles d'Attila furent aussi légendaires et mystérieuses que sa vie. Son corps fut exposé sous une tente de soie au milieu de la plaine, tandis que les meilleurs cavaliers huns tournaient autour en chantant des chants funèbres, célébrant ses exploits. Puis,
La nuit, il fut enterré dans le plus grand secret. Selon le chroniqueur Jordanès, il fut placé dans un triple cercueil, le premier en or, le deuxième en argent, le troisième en fer. L'or et l'argent symbolisaient les richesses qu'il avait arrachées aux deux empires. Le fer, sa puissance invincible au combat. Avec lui furent enterrées des armes précieuses, des bijoux et une partie du butin de ses conquêtes. Et pour que le lieu de sa sépulture reste à jamais inconnu, tous les esclaves qui avaient creusé la tombe furent massacrés. Le secret fut bien gardé. Aujourd'hui encore, malgré des siècles de recherche et de spéculation, le tombeau d'Attila n'a jamais été retrouvé. Il dort quelque part sous la plaine hongroise, emportant avec lui ses trésors et ses mystères. La mort d'Attila fut un séisme. L'empire qu'il avait bâti ne reposait pas sur des institutions, des lois ou une administration, mais uniquement sur sa personnalité charismatique et sa volonté de faire. Il était la clé de voûte de l'édifice. Une fois la clé retirée, tout s'effondra avec une rapidité stupéfiante. Ses nombreux fils, Elak, Dengizish, Ernak, au lieu de s'unir pour préserver l'héritage de leur père, se déchirèrent immédiatement pour le pouvoir. Ils se partagèrent les peuples soumis comme on se partage un troupeau de bétail. C'était une insulte que ces fiers guerriers goths, gépides ou hérules ne pouvaient tolérer. La peur qui les avait maintenus unis sous Attila avait disparu, remplacée par le mépris pour ses héritiers querelleurs. L'empire qui avait fait trembler le monde était au bord de la guerre civile. Le grand conquérant était mort et avec lui, l'âme de son empire. La mort d'Attila laissa un vide immense que ses fils, rivaux et bien moins charismatiques, ne purent combler. L'empire unique, cette formidable coalition de peuples tenus par la seule force de la peur et du génie d'un homme, commença à se fissurer de toutes parts. Les peuples asservis, qui avaient combattu pour Attila, n'avaient aucune intention de servir ses héritiers querelleurs. Ils avaient senti l'odeur du sang et de la faiblesse. Le temps de la vengeance était venu. L'étincelle de la révolte fut allumée par Ardaric, le roi des Gépides. C'était un chef respecté, qui avait été l'un des conseillers les plus proches et les plus loyaux d'Attila. Il connaissait parfaitement la tactique des Huns et les faiblesses de leur nouveau maître. Il forgea une alliance secrète avec d'autres peuples vassaux, notamment les Ostrogoths, les Hérules, les Skyres et les Suèves. La coalition anti-unique était née. Elak, le fils aîné et successeur désigné d'Attila, tenta de mater la rébellion par la force. Il rassembla les troupes qui lui étaient restées fidèles et marcha à la rencontre des rebelles. La confrontation décisive eut lieu en l'an 454, un an seulement après la mort d'Attila, près d'une rivière non identifiée de Pannonie, la Nédao. La bataille de la Nédao fut l'inverse sanglant des champs catalaoniques. Cette fois, ce n'étaient pas les nations d'Europe qui s'unissaient contre les Huns, mais les propres sujets des Huns qui se retournaient contre eux. Ce fut une bataille d'une férocité inouïe, une guerre de libération menée par des esclaves de la veille contre leurs anciens maîtres. Ardaric et ses alliés combattirent avec l'énergie du désespoir et la rage de la vengeance. Les Huns, privés du commandement unifié d'Attila et probablement démoralisés par les divisions internes, furent complètement écrasés. Elak, le fils préféré d'Attila, périt au combat, combattant vaillamment jusqu'à la fin. La défaite fut totale. La domination unique en Europe centrale s'effondra en un seul jour. Les survivants de l'armée unique, menée par les autres fils d'Attila, Dengizish et Ernak, s'enfuirent vers l'est, se retirant dans les steppes de la mer Noire, les terres d'où leurs ancêtres étaient devenus un siècle plus tôt. L'empire de Pannonie n'existait plus. Les Gépides d'Ardaric prirent le contrôle de la région, suivis par les Ostrogoths qui s'établirent en Pannonie comme alliés de l'Empire romain. Le grand prédateur avait été chassé de son propre repère. Et puis, le silence. Après leur retraite vers les steppes pontiques, les Huns semblent s'évanouir de l'histoire avec la même soudaineté qu'ils y étaient apparus. Certes, Dengizish tenta quelques raids désespérés contre l'Empire d'Orient, mais il fut vaincu et sa tête, comme celle de tant d'autres chefs barbares avant lui, fut exposée sur une pique à Constantinople. Ernak, le plus jeune fils, mena son peuple plus à l'est et s'installa dans l'actuelle Ukraine. Mais le peuple qui avait fait trembler la moitié du monde civilisé n'était plus une menace.
Ils cessèrent d'exister en tant que force politique unifiée. Que sont-ils devenus? C'est l'une des plus grandes énigmes de la fin de l'Antiquité. Il n'y a pas eu de génocide, pas de grande bataille finale qui les aurait anéantis. Ils se sont simplement dissous. Plusieurs théories existent. Certains historiens pensent qu'ils ont été progressivement absorbés par d'autres peuples nomades qui dominaient les steppes après eux, comme les Avars ou les Bulgares. En effet, le nom de certains clans bulgares semble avoir une origine unique. D'autres suggèrent qu'ils ont simplement régressé, retournant à un mode de vie nomade et pastoral dans les immensités de l'Eurasie, perdant leur cohésion politique et leur identité collective. Privés des tribus romains et du butin des pillages, leur système économique s'est effondré, et avec lui, leur structure de pouvoir. Ils sont peut-être retournés dans les profondeurs de l'Asie, d'où ils étaient devenus, laissant derrière eux un continent en ruine, mais aussi un continent libéré. Leur passage fut celui d'une comète, une apparition fulgurante et terrifiante, un éclat qui illumina le ciel d'une lueur d'apocalypse, puis un retour tout aussi rapide dans l'obscurité, ne laissant derrière elle qu'un sillage de chaos et de transformation. Le peuple qui n'avait pas de passé n'eut pas non plus de futur identifiable. Il accomplit sa mission destructrice et retourna au néant d'où il semblait être sorti, laissant l'Europe face à une question vertigineuse. Comment reconstruire un monde sur les cendres de l'ancien? Les Huns avaient disparu. La comète de feu, qui avait traversé le ciel européen, s'était éteinte, mais le monde qu'elle avait illuminé de sa lueur sinistre n'était plus le même. Son passage avait agi comme un puissant accélérateur de l'histoire, précipitant des changements qui couvaient depuis des décennies. L'héritage des Huns n'est pas à chercher dans les ruines des villes qu'ils ont incendiées, mais dans la nouvelle carte politique et ethnique de l'Europe qui a émergé du chaos qu'ils ont semé. L'impact le plus direct et le plus catastrophique fut la destruction finale de l'Empire romain d'Occident. L'invasion unique n'en fut pas la seule cause, mais elle fut le coup de grâce. Pendant près d'un siècle, l'Empire avait été secoué par des crises internes, une économie chancelante et la pression constante des peuples barbares à ses frontières. L'arrivée des Huns a transformé cette pression en un tsunami. La grande migration des peuples, déclenchée par la fuite des Goths devant les Huns en 376, n'a jamais vraiment cessé. Vandales, Suèves, Alains traversant le Rhin gelé en 406, Wisigoths s'installant en Aquitaine, Burgonde en Savoie, Angles, Saxons et Jutes en Grande-Bretagne. Tous ces mouvements étaient une conséquence directe ou indirecte de l'effet domino provoqué par la poussée unique initiale. L'Empire, contraint de concentrer ses dernières ressources militaires pour combattre Attila, avait dû dégarnir ses frontières et abandonner des provinces entières. Après la mort d'Aetius, assassiné par l'empereur qui l'avait sauvé, l'Occident n'avait plus de défenseurs crédibles. 20 ans après la bataille des Champs cataloniques, en 476, le dernier empereur romain d'Occident, un adolescent ironiquement nommé Romulus Augustule, fut déposé par le chef barbare Odoacre. Personne ne prit la peine de nommer un successeur. L'Empire romain d'Occident avait cessé d'exister. Sur ces ruines naissaient les royaumes romano-barbares qui allaient devenir les nations de l'Europe médiévale. Le royaume des Francs en Gaule, précurseur de la France, le royaume des Wisigoths en Espagne, celui des Ostrogoths en Italie, bientôt suivi par celui des Lombards. Les Huns, en détruisant l'ancien ordre impérial, avaient involontairement fait place nette pour la naissance d'un nouveau monde. Ils furent les fossoyeurs de Rome, mais aussi les sages-femmes de l'Europe. Leur héritage est aussi culturel et psychologique. Le nom d'Attila a traversé les siècles, devenant l'archétype du barbare destructeur, le fléau de Dieu. Mais cette image est une construction. Dans les épopées germaniques, comme la chanson des Nibelungen, il apparaît sous le nom d'Etzel ou Atli dans les sagas scandinaves, non pas comme un monstre sanguinaire, mais comme un roi noble et puissant, bien que tragique. Pour les Hongrois, en quête de mythe fondateur, Attila est devenu une figure de héros national, un ancêtre glorieux, bien que le lien historique entre les Huns et les Magyars reste très débattu par les historiens. Il est devenu un symbole, une toile blanche sur laquelle chaque culture a projeté ses propres peurs et ses propres aspirations. Les uns
ont appris aux Européens une leçon brutale. La civilisation est fragile. Les murs de pierre, les légions et les lois sophistiquées ne sont d'aucune utilité face à une force qui ne joue pas selon les mêmes règles, une force qui incarne la vitesse, l'adaptabilité et une unité farouche avec la nature sauvage. Ils ont rappelé au monde sédentarisé la puissance explosive du monde nomade. Rome est tombée parce qu'elle était devenue lente, rigide, incapable de s'adapter à un nouveau type de guerre totale. En revenant au début de notre histoire, à cette question fondamentale, qui étaient les uns? Nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Fantôme de la steppe, catalyseur de l'histoire, ou simplement un peuple nomade poussé vers l'ouest par des changements climatiques ou des conflits lointains en Asie. Peut-être un peu de tout cela. Leur véritable nature n'est pas dans ce qu'ils étaient, mais dans ce qu'ils ont fait. Ils furent un vent violent venu de l'Est, un vent qui a déraciné de vieux arbres, renversé des temples anciens et soulevé un nuage de poussière si épais qu'il a fallu des siècles pour qu'il retombe. Et lorsque la poussière est retombée, le paysage n'était plus le même. Un nouveau monde était né. Les Huns ont disparu, mais ils ont laissé derrière eux le monde que nous connaissons. Ils ont été un ouragan impitoyable qui a détruit les anciens empires. Mais c'est précisément cet ouragan qui a fait place à de nouveaux peuples et États. Selon vous, qu'ont-ils été pour l'histoire? Un mal absolu qui n'a fait que détruire ou un chaos nécessaire qui a conduit à un renouveau inévitable? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car l'histoire n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît.